Les nations les plus difficiles à envahir de la planète. Comme vous le savez, planifier des opérations militaires est difficile. La moindre négligence peut mener au désastre, car de nombreux facteurs entrent en jeu. Tout, des distances, des lignes d'approvisionnement, du terrain, des conditions météorologiques, et même des populations civiles, doit être pris en compte. Aucune nation n'est impossible à envahir, mais certaines sont beaucoup plus casse-tête que d'autres. Les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis possèdent l'armée la plus puissante du monde, avec des dépenses de défense dépassant celles des 10 prochaines nations combinées. Des 47 porte-avions et porte-hélicoptères utilisés dans le monde, 20 appartiennent à la marine américaine, leur plus proche rival en ayant 5, et lorsque l'on divise par branche de service, ils possèdent la première, la deuxième, la quatrième et la 7e plus grande force aérienne du monde. Sachant cela, toute tentative d'invasion des États-Unis est extrêmement improbable. Même sans une armée aussi puissante, lancer une invasion ne serait pas une proposition facile. Peut-être que la plus grande défense que les États-Unis ont pour se protéger d'une invasion est leur emplacement. La nation est bordée à l'est et à l'ouest par des milliers de kilomètres d'océans ouverts. Toute nation rivale ou bloc de puissance qui pourrait menacer les États-Unis aurait la tâche logistique monumentale de fournir une force suffisamment importante pour soumettre la 3e plus grande nation à travers des kilomètres infinis d'eau sans trace. Même l'État isolé d'Hawaï est un minuscule point au milieu de l'océan Pacifique, à des milliards de kilomètres de tout continent, et fournir une force d'invasion serait une entreprise titanesque pour un si petit territoire. Même si le défi logistique était surmonté, la topographie des États-Unis rendrait toute invasion difficile au mieux. L'État le plus grand, l'Alaska, est gigantesque, avec plus de 663 000 miles carrés, la plupart manquant de toute véritable infrastructure ou centre de population, et couvert de forêts et de chaînes de montagnes difficiles à traverser, et peut connaître des hivers avec des températures tombant bien en dessous de 0 pendant l'hiver. Les 48 États inférieurs ont également leurs propres défis géographiques. Couvrant plus de 3 millions de miles carrés de territoire, leur taille seule est une tâche redoutable pour n'importe quelle armée. Le nord-ouest du Pacifique est couvert de forêts denses, difficiles à naviguer, tandis que le sud-ouest abrite des déserts brûlants, où les températures peuvent atteindre 120 degrés Fahrenheit. Séparant la côte ouest de l'intérieur se trouvent les robustes montagnes rocheuses, dont les passages étroits sont des points d'étranglement parfaits pour retarder un envahisseur. Les grandes plaines sont de vastes étendues de territoires ouverts soumises à des conditions météorologiques sévères, principalement sous forme de tornades, souffrant plus que le reste du monde combiné. Le sud-est est rempli de marais et de marécages qui peuvent ralentir tout envahisseur, tandis que la côte était protégée par la chaîne de montagnes des Appalaches, qui ne sont pas aussi robustes que les rocheuses, mais sont toujours une barrière redoutable, et remplie d'innombrables grottes et mines qui pourraient abriter des insurgés cachés. Le nord-est est fortement urbanisé, transformant les vastes zones métropolitaines en autant de Stalingrad pour épuiser un envahisseur. En plus de la géographie, la population elle-même est une défense. Avec plus de 330 millions de personnes, les États-Unis sont la 3e nation la plus peuplée de la planète, et sont de loin la plus lourdement armée. Avec une estimation de 120 armes pour 100 citoyens, on estime qu'il y a 400 millions d'armes à feu, et des trillions de munitions entre les mains des particuliers. Même si seulement une fraction de ces personnes se battèrent dans un scénario d'invasion, elles submergeraient tout envahisseur possible par le simple poids des nombres. Tous ces facteurs combinés signifient qu'une invasion directe des États-Unis est presque certaine d'échouer, même si la puissance écrasante de l'armée américaine n'est pas mise à contribution. La Suisse. Aujourd'hui, la petite nation d'Europe centrale qu'est la Suisse est surtout connue pour sa neutralité perpétuelle. Elle maintient cette politique depuis plus de 500 ans et a été confirmée en 1815 avec le Congrès de Vienne, qui a mis fin aux guerres napoléoniennes. Après être restée en marge pendant que les nations se battèrent amèrement autour d'elle, la Suisse est plus connue pour son chocolat et ses stations de ski que pour sa puissance militaire. Tout envahisseur potentiel, cependant, devrait garder à l'esprit que l'attitude apparemment placide envers les affaires internationales cache une réalité très différente. Géographiquement, la Suisse se trouve au milieu de la chaîne de montagnes des Alpes, une caractéristique géographique qui est, au mieux, difficile à traverser, même avec un équipement militaire moderne.
Les avalanches et les glissements de terrain sont un danger constant et sont capables d'arrêter toute armée envahissante sur place. Tout comme Hannibal traversant les Alpes pour attaquer Rome, toute armée envahissante serait forcée de négocier des passages de montagnes étroits, où un faux pas pourrait envoyer une malheureuse victime en chute libre vers la mort. Toute avancée devrait être lente, prudente et méthodique, ce qui signifie que la vitesse et la mobilité seraient grandement entravées. Ces passages étroits, ainsi que les tunnels et autres passages à travers les montagnes, créent des points d'étranglement parfaits. Tout avantage en nombre serait annulé, les Suisses étant capables de tenir à distance un grand nombre d'ennemis avec des forces minimales. Bien qu'ils soient politiquement neutres dans les affaires mondiales, il s'agit très certainement d'une neutralité armée. Depuis les années 1880, la Suisse a créé une série de défenses larges et complexes capables de repousser toute invasion étrangère. Utilisant le terrain alpin accidenté à leur avantage, le réduit national, comme on l'appelait, a transformé la nation apparemment tranquille en une forteresse pratiquement imprenable. La composition exacte de ce système de défense a changé au fil des ans, étant constamment améliorée en fonction des avancées technologiques, des changements de doctrine militaire et des menaces géopolitiques potentielles. Le réduit se compose de plus de 8000 bunkers et dépôts de stockage cachés, souvent situés à des cols de montagne stratégiques, transformant un terrain déjà difficile à traverser en une chaîne de citadelles qui devraient être laborieusement dégagées une à une. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par crainte d'une invasion allemande, plus de 2000 tunnels, ponts et autres points d'infrastructure ont été piégés avec des explosifs, prêts à détonner pour stopper toute avancée. Durant la guerre froide, nombre de ces structures étaient encore piégées d'explosifs. Et même au XXIe siècle, de nombreux ponts reliant au monde extérieur étaient prêts à être détonnés, coupant la Suisse de tout voisin hostile. Il y a eu une volonté de les désactiver ces dernières années, mais si le climat géopolitique change, ils peuvent être rebranchés si nécessaire. En réponse à une éventuelle retombée nucléaire pendant la guerre froide, la Suisse a adopté une politique d'abri pour tous. Depuis 1963, toute nouvelle maison ou complexe d'appartements doivent soit avoir un abri anti-atomique creusé en dessous, soit le propriétaire du bâtiment doit payer pour l'utilisation d'un abri public. Plus de 300 000 abris ont été creusés dans le paysage pittoresque, avec à la fois de l'espace et des fournitures pour protéger l'ensemble de la population suisse pendant de longues périodes. Ces abris ont été maintenus pendant la guerre froide, en tant qu'abris anti-atomiques, au cas où une guerre nucléaire générale ravagerait l'Europe. Ces dernières années, beaucoup de ces mesures ont été abandonnées en raison de la stabilité de l'Europe de l'Ouest, et de nombreux bunkers ont été réaffectés en musées, hôtels, et même en installations pour le vieillissement du fromage. Cependant, si nécessaire, ils peuvent être remis en service pour leur usage initial, et l'obligation de construire de nouvelles maisons avec des abris intégrés a été en grande partie assouplie. Il y a suffisamment de bunkers et d'abris anti-atomiques pour loger toute la population suisse en cas de catastrophe. En plus des défenses naturelles et artificielles, la population suisse elle-même serait un défi pour tout envahisseur. Malgré le fait qu'elle n'a pas participé à une guerre étrangère depuis des siècles, la nation maintient une conscription obligatoire. Tous les hommes suisses en bonne santé sont tenus d'effectuer un service militaire à partir de 18 ans, bien que les objecteurs de conscience puissent opter pour un service civil. Les femmes n'y sont pas obligées, bien qu'elles puissent rejoindre l'armée si elles le souhaitent. Afin d'assurer un déploiement rapide des forces, ceux qui sont dans l'armée gardent leurs fusils de service chez eux. Ils peuvent y même acheter les armes protireuses après leur service pour une somme modique, pour garder leurs compétences affûtées. Le tir à la cible est un passe-temps populaire avec des stands de tir situés dans tout le pays. Cela signifie qu'un envahisseur, une fois qu'il a surmonté le terrain dangereux, l'infrastructure explosive et les bunkers cachés, devra faire face à une nation armée qui considère le tir à la cible comme un passe-temps. Des forêts denses et des déserts arides. Les frontières du territoire russe ne sont pas gardées par ces barrières naturelles. À l'ouest, la plaine européenne, une étendue de terre des Pyrénées à l'Oural, constitue la plus grande étendue de terre sans montagne en Europe. Une grande partie de cette terre était couverte de forêts denses, bien que beaucoup aient été déblayés pour l'agriculture et le développement humain. À l'est, la steppe eurasienne s'étend également comme un chemin ouvert clair de la Chine orientale à la Roumanie. Malgré l'absence de grandes chaînes montagneuses comme les Alpes, ces régions présentent des limites naturelles telles que des rivières, des hauts plateaux et des terrains difficiles. Tout envahisseur pourrait facilement pénétrer au cœur de la Russie. Et c'est exactement pourquoi la Russie s'est avérée si difficile à contrôler. Dans les mots du maréchal de terrain allemand Gerd von Rundstedt, l'immensité de la Russie nous dévore. Plus d'1/8 de la masse terrestre de la planète est un territoire russe.
À cause de cela, tout envahisseur peut entrer en Russie et continuer à marcher, et marcher, et marcher, sans fin apparente. Les réseaux logistiques, le cœur de toute campagne militaire, seront tendus à leur point de rupture car les caravanes d'approvisionnement devront traverser des espaces ouverts sans fin. Vivre de la terre deviendrait difficile car les forces russes ont historiquement utilisé des tactiques de terre brûlée pour refuser le réapprovisionnement aux envahisseurs. Bien qu'ils ne puissent pas reculer sans fin, comme stipulé dans le tristement célèbre ordre numéro 227 de Joseph Staline, les vastes étendues donnent à la Russie une énorme marge de manœuvre lors de la planification des défenses de leur patrie. Les conditions météorologiques en Russie sont aussi connues pour stopper les envahisseurs. Malgré les étés torrides, les ennuis des armées envahissantes débutent en automne. De fortes pluies transformeront le terrain en bourbier, engloutissant véhicules et hommes, ralentissant considérablement les avancées rapides. Ce sont cependant les hivers qui ont acquis une réputation légendaire. Les températures peuvent chuter rapidement, et de fortes chutes de neige peuvent recouvrir le sol, réduisant à néant le rythme des envahisseurs. La peau exposée devient susceptible aux engelures, l'hypothermie devenant un problème courant parmi les soldats. Même à des époques plus récentes, les véhicules ne fonctionnaient pas à des températures si basses. Les systèmes logistiques déjà en difficulté par les incroyables distances se rompraient, et les envahisseurs n'auraient d'autre choix que d'essayer de se retirer. Alors comment les Mongols ont-ils réussi à vaincre la Russie et à conquérir son territoire ? Le cœur des Mongols, dans la steppe eurasienne, a des conditions semblables à la Russie, donc les hivers glaciaux n'étaient pas inhabituels. Plus important encore, cependant, ils n'avaient pas de véritable système logistique sur lequel compter. Chaque guerrier mongol était un cavalier monté avec plusieurs montures disponibles. Ils pouvaient se déplacer rapidement, leurs chevaux vivant des prairies, et les Mongols eux-mêmes vivaient de la terre, se nourrissant même du sang de leurs propres chevaux si nécessaire. La Russie à cette époque n'était pas non plus une nation unifiée, mais plutôt une collection de principautés rivales, et était incapable ou réticente à offrir un front uni contre un ennemi commun. Une fois au pouvoir, après avoir pillé plusieurs villes et massacré les citoyens, les Mongols ont régné sur les terres russes grâce à un système de tribus. Les dirigeants locaux seraient laissés en place sous le contrôle mongol et devraient payer un tribut à leur suzerain. Ce système a duré 2 siècles jusqu'en 1480. Les Russes, dirigés par Ivan III, ont réussi à renverser la soi-disant horde d'or mongole. La Grande-Bretagne. Alors que le reste de l'Europe a vu des armées traverser le continent lors d'innombrables guerres au fil des siècles, la Grande-Bretagne n'a pas connu d'invasion majeure par une puissance étrangère depuis presque 1000 ans. Il n'a pas manqué de conflits, des guerres civiles aux raids en passant par les coups d'État basés à l'étranger. Mais depuis l'invasion normande de 1066, aucune armée étrangère n'a réussi à débarquer et à prendre le contrôle du pays, à part la glorieuse révolution de 1688, lorsque Guillaume d'Orange a bénéficié d'un large soutien pour son invasion et a rencontré très peu d'opposition. Donc c'est une raison en est aussi significative qu'évidente. La Grande-Bretagne est entourée d'eau, spécifiquement la Manche au sud, la mer du Nord à l'est, et les mers d'Irlande et Celtique à l'ouest. Les distances dans ces voies navigables ne sont pas vastes. En fait, à leur point le plus étroit, le détroit de Douvres, la distance séparant Douvres du port français de Calais est d'environ 20 miles, assez proche pour être vue par temps clair. Bien que non insurmontable, comme un fossé protégeant un château, les envahisseurs n'ont d'autre choix que de surmonter cet obstacle. Toute tentative de débarquer et de contrôler les îles britanniques repose sur un facteur clé plus que tout autre, la supériorité historiquement navale. Lors d'une invasion réussie, les envahisseurs avaient un net avantage en navire et pouvaient contrôler les eaux entre la Grande-Bretagne et l'Europe continentale. C'était le cas avec les Romains, les Saxons, les hommes du Nord et les Normands, qui ont rencontré peu d'opposition sur les vagues. Cependant, il ne suffirait pas de débarquer sur les côtes britanniques. Si une armée débarquait, elle pourrait facilement être coupée et détruite, si elle perdait le contrôle des lignes de communication ténues qui la reliaient au continent. Ce concept a été le pilier de la défense nationale de l'Angleterre, puis de la Grande-Bretagne. Même avec une marine qui leur résistait, beaucoup ont essayé d'envahir les îles britanniques. En 1588, les Espagnols et leur célèbre armada ont lancé environ 130 navires contre les Anglais. Harcelés par la flotte anglaise, les Espagnols ont paniqué lors de l'attaque des navires incendiaires, se dispersant dans la confusion, devenant des cibles faciles et subissant de lourdes pertes. Pendant l'ère napoléonienne,
Napoléon a rassemblé une grande armée avec des transports et des escortes navales pour traverser la Manche, prévoyant une conquête. Ces plans ont été anéantis lorsque le 21 octobre 1805, la Royal Navy, sous le commandement de l'amiral Horatio Nelson, a écrasé la flotte combinée française et espagnole à la bataille de Trafalgar. Cette défaite a anéanti définitivement les espoirs de Napoléon de conquérir la Grande-Bretagne. Au XXe siècle, le contrôle des mers ne serait pas suffisant. La supériorité aérienne était aussi cruciale pour réussir toute tentative d'invasion. Après avoir conquis de grandes parties de l'Europe continentale, l'Allemagne nazie a élaboré des plans pour une éventuelle invasion de la Grande-Bretagne. Ce ne serait pas aussi simple que de faire la traversée avec quelques bateaux en bois pour renverser l'élite dirigeante, comme cela avait été le cas en 1066. Des plans ont été faits pour débarquer 260 000 troupes dans le sud de l'Angleterre, en utilisant des centaines de barges et de bateaux. En prélude, les Allemands ont lancé un effort concentré pour détruire la Royal Air Force pendant que la flottille d'invasion s'assemblait. Bien qu'ils aient infligé de lourdes pertes, la Luftwaffe n'a pas réussi à détruire la Royal Air Force, manquant de supériorité aérienne et faisant face à la toujours formidable Royal Navy, ainsi qu'à des défenses côtières de plus en plus renforcées. L'invasion, baptisée Opération Sea Lion, a été reportée indéfiniment. Ce fut la dernière grande menace d'invasion directe de la Grande-Bretagne. Bien que pas impossible, les complexités de la guerre moderne nécessitent un contrôle total de l'air et de la mer avant que toute invasion possible puisse être envisagée. Beaucoup de gens ont essayé de nager dans la Manche, y compris un enfant de 11 ans. Cependant, ce n'est pas une mince affaire avec les courants traîtres, les conditions météorologiques brutales et parfois des méduses pour compliquer les choses. Mais pour les plus déterminés, les risques en valent la peine. La prochaine fois, je prends le canal. Afghanistan. L'Afghanistan a gagné une réputation comme le cimetière des empires. Pendant des siècles, de nombreuses puissances mondiales ont essayé d'exercer leur volonté sur cette nation d'Asie centrale enclavée, avec au mieux des résultats mitigés. Bien que l'invasion du pays ne soit pas impossible et ait été réalisée de nombreuses fois tout au long de l'histoire, le contrôler par la suite est une toute autre affaire. Plus tôt dans l'histoire, la région qui était maintenant l'Afghanistan posait déjà des problèmes aux envahisseurs tels qu'Alexandre le Grand, dont l'avancée vers l'est a été considérablement ralentie par les tribus de la région. Après l'effondrement de l'empire Maurya de l'Inde, la population de l'Afghanistan a augmenté, et elle acquérait bientôt une réputation de terre difficile à contrôler pour les étrangers. L'une des premières incursions majeures en Afghanistan serait celle des armées islamiques, au 7e siècle après Jésus-Christ. Et celle-ci échouerait lamentablement, représentant l'un des premiers revers majeurs pour l'essor fulgurant de l'islam. En route pour conquérir le plus grand empire terrestre de l'histoire, ont soumis la région, massacrant souvent des populations entières pour y parvenir. La région serait ensuite disputée par les Moghols et les Safavides. Ces deux puissances feraient face à de nombreuses révoltes, les Moghols étant capables de contrôler les grandes zones urbaines et de soudoyer essentiellement les chefs tribaux pour maintenir la paix, et la chute des Safavides était étroitement associée à un soulèvement afghan. Dans les siècles suivants, un schéma similaire a émergé. L'Empire britannique a mené 3 guerres distinctes en Afghanistan, ce qui a entraîné l'une des pires défaites qu'une nation européenne ait subie aux mains d'une force indigène au XIXe siècle. Au XXe siècle, l'Union soviétique a envahi le pays et a été épuisée par une guerre de guérilla incessante, et quelques décennies plus tard, en réponse aux attentats terroristes du 11 septembre, les États-Unis se sont retrouvés empêtrés dans un conflit de 2 décennies, qui n'a pas réussi à évincer les talibans du pouvoir. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l'Afghanistan est si difficile à conquérir. La première est le terrain. La région est très montagneuse, ce qui rend les opérations difficiles au mieux. De plus, ces montagnes regorgent de complexes de grottes pouvant abriter des combattants ennemis. Ces structures labyrinthiques devraient être dégagées ou effondrées une à une tâche pratiquement impossible même avec la technologie moderne. En raison du terrain montagneux, les établissements ruraux ont tendance à être insulaires et ont formé un réseau complexe de relations entre eux où les étrangers ont du mal à naviguer. Par exemple, il existe 14 groupes ethniques reconnus en Afghanistan, et ceux-ci sont eux-mêmes divisés en de nombreux sous-groupes et tribus plus petits. Si un envahisseur essayait de faire appel à un clan, il pourrait aliéner un autre, aggravant les difficultés déjà inhérentes à l'invasion du pays. Beaucoup de ces clans se battent entre eux,
Et en conséquence, de nombreux villages, surtout dans les parties nord et ouest du pays, sont défendus avec des structures appelées khalas, qui se traduit par forteresse ou lieux fortifiés, qui sont généralement faites de briques de boue ou de pierre. La plupart des envahisseurs ont réussi à contrôler les principales zones urbaines, comme Kaboul et Kandahar. Mais pour contrôler la majorité du pays, ils seront forcés de faire face à des villages isolés et fortement fortifiés, répartis sur un terrain montagneux, inhospitalier, avec une infrastructure limitée, comme les routes ou les réseaux ferroviaires, pour affronter une force redoutable d'habitants qui peuvent se retirer dans les innombrables systèmes de grottes pour continuer le combat plus tard. Pour beaucoup d'envahisseurs, cela n'en vaut pas l'effort, et beaucoup ont appris à leurs dépens pourquoi l'Afghanistan est appelé le cimetière des empires. Donc, cette histoire de cimetière des empires pourrait être exagérée. Il existe toute une série de facteurs expliquant pourquoi une nation s'élève et tombe, et quelque chose d'aussi simple que l'invasion de l'Afghanistan n'est pas la seule raison. Il est ironique, cependant, que toute campagne militaire dans cette nation d'Asie centrale soit presque toujours vouée à l'échec. Ainsi, toute nation peut être envahie, et la guerre est imprévisible. Mais il y a certaines nations sur la planète dont la géographie, la population ou d'autres circonstances les rendent pratiquement impossibles à envahir, et la planification d'une opération à l'intérieur de leurs frontières causera plus que leur part de maux de tête.